passionnante, une thématique que moi j'apprécie personnellement et de nos jours, elle est de plus en plus incontournable, c'est la neuropsychologie et appliquée au coaching. Alors, merci à chacun d'entre vous donc, de vous connecter et puis voilà, de consacrer du temps pour être avec nous, faire des webinaires. Alors que vous soyez coach, manager, formateur ou simplement un curieux pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau humain, vous êtes au bon endroit. Alors, je me présente brièvement. Je suis Fatem Zahra Al-Essri, je suis coach, consultante et je suis en charge de la commission professionnalisation au sein du ICF Maroc. Et ce webinaire s'inscrit dans notre volonté de soutenir une pratique de coaching au Maroc, toujours plus consciente, éthique et alignée. Alors, dans un monde où le changement est permanent, c'est la seule constante pratiquement, nous sommes de plus en plus nombreux à accompagner, manager, former voilà, des personnes, des équipes et des organisations dans leur transition, dans leur transformation. Et pourtant, nous faisons pratiquement le même constat, c'est que parfois, comprendre ce qu'il faut faire ne suffit pas toujours pour réussir à le faire. Alors, pourquoi on résiste parfois à un changement, même lorsqu'il est bénéfique, on sait qu'il est bénéfique pour nous, et pourquoi certaines prises de conscience ne se traduisent pas automatiquement à des actions concrètes. Alors, c'est précisément là que la neuropsychologie nous apporte des éclairages précieux. Et voilà, et j'ai l'énorme plaisir d'accueillir un expert reconnu dans ce domaine. Merci, Sijam Eldin, d'avoir accepté cette invitation et de partager avec nous ton regard et ton expérience, ta profondeur sur ces enjeux. Alors, je vais me permettre de présenter brièvement Sijam Eldin. Après, je vous laisse la main de vous présenter comme vous le souhaitez. Alors, si jamais le dit que vous êtes coach et vous êtes spécialiste des neurosciences appliquées au développement personnel et professionnel, vous Oui, accompagnez depuis plusieurs années des managers, des leaders et des équipes dans leur processus de transformation en combinant des approches de coaching avec les apports concrets des neurosciences. Votre approche se distingue par votre capacité à rendre accessibles des concepts complexes liés au fonctionnement du cerveau et surtout à les traduire en outils pratiques directement utilisables sur le terrain. D'ailleurs, on a eu le change et si je me le dis, on va me dire, écoute, si la thématique, c'est 7 jours, c'est pas 1h30, mais l'objectif d'y aller, c'est que ça soit, que les participants sortent avec des outils pratiques et c'est ce qu'on veut, et effectivement. Donc, à travers vos interventions, si jamais le dit, vous aider vos clients à mieux comprendre leurs mécanismes internes, dépasser les blocages et installer un changement durable et écologique. Vous êtes aussi formateur, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages en relation avec le sujet. Voilà, donc sans plus tarder, donc je vous passe la parole, mais avant, je vais vous prier pour que le webinaire se passe dans de bonnes conditions. Merci de couper vos micros, comme ça on évite les interférences et peut-être les bruits de fond qui peuvent entraver le bon déroulement de ce webinaire. Et puis, vous pouvez aussi noter vos questions. On a un temps d'échange et puis voilà, en discutant avec Sijam Eldin, après il va voir avec vous directement est-ce que vous préférez avoir un temps de présentation, un temps d'échange ou au fil de l'eau, voilà, une fois que vous aurez le micro Sijam Eldin, vous pouvez voir directement avec les participants. Voilà, je vous cède la parole, si jamais le din, en vous remerciant encore une fois d'avoir accepté notre invitation et excellente session à toutes et à tous. Voilà, le micro est à vous, si jamais le din. merci, merci, Madame Fatem Zahra. Micro, Donc, vous n'entendez pas le son. le son. Si, je vous entends très bien, moi. C'est bon. Oui, oui, oui. On vous entend, on Oui. vous entend. Je ne suis Donc, pas merci seule. Fatem Yeah, le Zahra son, il est désactivé. de votre gentillesse présentation. Donc, Alors, je suis très, très, très ravi d'être avec la Jamel Din, communauté. Oui, micro. Je pense que le problème chez toi, parce que nous, on entend Monsieur Jamel. Ah, vous l'entendez, donc un Oui, message. Fatou Zahra, on l'entend. Ah, on entend très bien. très bien. Donc, je continue. Oui, Monsieur Jamel, oui. Donc, je suis très, très ravi, très content d'être avec vous, la communauté des coachs, accompagnateurs, psychologues,
consultant. Donc, ça me fait très plaisir et je remercie Madame Fatem Zahra et l'ICF de cette opportunité pour partager avec vous et bien sûr d'ouvrir le champ de connaissances, de partage et bien sûr de relations plus approfondies, Inch'Allah. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la neuropsychologie coaching. Comment optimiser l'accompagnement de vos coachés. Donc, c'est une thématique normalement qui relève d'un ouvrage que je viens d'écrire, ça fait 1 an, c'est le coaching neuropsychologie. D'ailleurs, bon, la neuropsychologie, ça existe. Le coaching, ça existe. À travers l'expérience, modeste expérience que j'ai fait le coaching, soit personnel ou professionnel, et à travers beaucoup l'application, la pratique de beaucoup d'outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle et d'autres, j'ai vu qu'il fallait penser à une approche un petit peu systémique, 360 degrés, sachant que le changement se base réellement sur le côté, d'une part, psychologique, bien sûr, avec tous les outils qui relèvent et qui traitent les blocages, comme vous le savez, du coaché pour qu'il puisse passer à l'exécution du plan d'action et l'atteinte des objectifs. Ça, le premier blocage du point de vue psychologique, il y a pas mal d'approches qui le traitent, mais l'approche de neurosciences et du cerveau, son utilité, bien sûr, c'est son pragmatique scientifique. C'est-à-dire, on a beau parler d'objectifs SMART, on a beau parler de différents types de personnalités, et ainsi de suite, mais on n'a pas vraiment des explications, même de la part des questionnements de certains coachés, pour savoir pourquoi il y a un problème, par exemple, de démotivation, pourquoi il y a un problème de procrastination, pourquoi certains coachés n'arrivent pas à réussir peut-être leur business en termes en termes professionnels. Donc, ce sont pas mal de questions que certains principes de neurosciences vont être traités plus ou moins partiellement au niveau de cette conférence, sachant ça demande au moins, je vois, que pour étudier, analyser et pratiquer, au moins minimum 6 ou 7 jours. Donc, le planning, il est pratique. Donc, les objectifs, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau, comment identifier les mécanismes inconscients des coachés, surtout le côté mécanisme inconscient et blocage, comment adopter les interventions au niveau de coaching, maximiser les résultats. Globalement, ce sont des objectifs, bien sûr. La méthodologie est un petit peu 100% pratique. Donc, on va comprendre le principe d'abord de neuropsychologie et par la suite, je donne une traduction au niveau du diagnostic du coach et comment il peut l'appliquer au niveau du terrain. C'est ça, parce que je sais très bien qu'on a besoin d'une approche pratico-pratique et bien sûr qu'il soit appliqué d'ici l'appropriation de certains principes et dès demain, si on veut le faire, soit sur nous-mêmes, soit sur d'autres personnes. Et bien sûr, un protocole de coaching, c'est comment de coacher avec les étapes et les outils. Donc, le programme, globalement, on ne va pas le faire en 1 heure et demie, mais on va traiter la thématique pour vous faire sensibiliser 1 heure. Après, on ouvre le débat et par la suite, je suis ouvert pour d'autres rencontres réelles, physiques, pour qu'on puisse vraiment travailler le fond du sujet. Donc, l'axe du fonctionnement du cerveau et comportement humain, des concepts à étudier, par exemple, ici, c'est les concepts au niveau des 3 cerveaux, le cortex préfrontal, le système limbique, la neuroplasticité, et comment on peut utiliser en tant que coach ces principes pour décortiquer, pour démystifier, pour débloquer des situations liées à des cas à traiter avec des coachés, soit gestion de stress, soit blocage professionnel, motivation, démotivation, procrastination, et j'en passe. Après, je vais donner quelques exemples. L'axe de blocage, stress et émotion, des concepts clés ici, c'est l'amygdale, la fonction de l'amygdale, c'est une fonction principale, et le mécanisme de défense, c'est une fonction, une technique au niveau de la psychologie, et la plupart des réalisations n'aboutissent pas parce que nous avons des mécanismes de défense qui font en sorte qu'on est toujours dans la protection, dans la recherche du confort, etc., etc. Et c'est ça le vrai challenge du coach pour bien sûr réussir ses missions. Le côté croyance et changement durable,
les concepts neuropsychologiques, ce sont les croyances et des circuits neuronaux, la notion de conditionnement, la répétition neuronale. Au niveau des habitudes du comportement, les concepts, ce sont la boucle déclenchement, routine, récompense et les circuits de la dopamine. Ça, ce sont des clés au niveau des axes. J'essayais de les classer selon des axes parce que la plupart des cas, on est le traitement des problématiques de blocage, de coaching liées à ces axes-là. La communication neuroplasticité, c'est un élément très important. D'accord. D'ailleurs, la PNL l'a traité, mais les neurosciences, on l'a traité d'une façon scientifique, surtout si on parle du concept de neuromiroir. La notion de miroir, c'est une vérité scientifique actuellement qu'on peut utiliser ici pour créer cette communication de neuroplasticité. La motivation et la performance, c'est un axe vraiment qui est d'actualité. Les entreprises actuellement, ils ont un problème avec la motivation, soit individuelle ou collective, et avec la performance, soit individuelle et collective. Donc, on a besoin de plus d'approches pour vraiment convaincre de l'utilité du coaching pour servir l'entreprise du point de vue coaching professionnel, bien sûr, si on a des coachs, des business coachs qui traitent de ces problématiques. Donc, si on rentre le vif du sujet, bon, une simple définition, c'est quoi le coaching neuropsychologique? C'est simple, c'est un accompagnement qui utilise les fonctionnements, les principes de neurosciences qu'on vient de voir maintenant pour optimiser le potentiel émotionnel, cognitif et comportemental. Donc, le point fort de la neuropsychologie, c'est qu'il se focalise sur le côté cognitif, le fonctionnement des cerveaux, les mécanismes, le côté émotionnel, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, et le côté comportemental, c'est au niveau des comportements, des habitudes, là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'au niveau du coaching, les grands problèmes, ce sont des problèmes de comportement. D'accord? On commence et on s'arrête. D'accord? On n'arrive pas à tenir une discipline, et ainsi de suite. Donc, au niveau de la neuropsychologie, on peut trouver des solutions à ce niveau-là pour trouver des avancées dans ce sens, le coaching. Donc, voilà. L'objectif final, c'est le fait de comprendre les éléments et les principes liés à la neuropsychologie ou la neurosciences, à savoir, je viens de les énumérer, les mécanismes cérébraux, la plasticité cérébrale ou la neuronale actuellement, et qui a une relation avec la notion de comportement-discipline. Donc, la neuropsychologie, donc brièvement, il y a des recherches, mais la neuropsychologie existe, les fondateurs comme Franz Joseph ou la Paul Broca, mais le coaching neuropsychologie, c'est bon, je dirais, avec toute modestie, c'est une innovation. C'est une innovation d'un Marocain qui s'appelle Jemeldine Bouka Abdorbi. Donc, ça n'existe pas. Donc, on essaie de développer avec la communauté de la fédération de coaching et tout, le concept pour qu'il soit vulgarisé et donner plus de crédibilité et d'avantages pour la communauté des coachs. Donc, le coaching neuropsychologie, il permet quelle est sa mission? C'est le fait d'aller au-delà de l'accompagnement opérationnel du coaching, qui est la réalisation des objectifs, l'exécution d'un planning, mais il va vers tout ce qui est identification des blocages, soit des émotions, des habitudes, de l'énergie, de la croyance, de la motivation, en se basant sur la neuroplasticité comme principe, les systèmes de récompense, les neuromiroirs, l'amygdale, les biais cognitifs. Ça demande du temps pour qu'on puisse les étudier à travers, avec des cas pratiques, avec des exercices, avec l'entraînement pour qu'on puisse. Donc, alors que le coaching neuropsychologie, ni une thérapie, ni de la psychologie clinique. Donc, il ne traite ni de troubles psychologiques sévères, ni de dépression majeure, ni de traumatisme. C'est un outil d'accompagnement comme la PNL, comme l'analyse transactionnelle, comme le ProcessCom et ainsi de suite. Donc, on va aller directement à quelques outils. Par exemple, je prends l'outil les trois cerveaux, instinctif, émotionnel, rationnel. Donc, au niveau de nos coachés, donc on a besoin que chaque coach doit traiter le coaché comme un cerveau. C'est-à-dire, il a trois cerveaux. Le coaché, il a un cerveau léois, reptilien, instinctif, de vigilance, un cerveau émotionnel, limbique, qui traite les relations sociales, et un cerveau rationnel qui traite la logique.
Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais on rentre dans le vif du sujet. Le cerveau du coach face au changement. Donc, si le coaché, par exemple, retourne comme problématique à ses anciennes habitudes, et ce qui arrive dans la plupart des cas, on commence et puis le coaché fait des régressions en arrière. Donc, le changement demande des répétitions. Si on applique ici le principe au niveau de l'application du coach, au niveau exécution, donc le coach doit avoir des habitudes, des réflexes professionnels comme les micro-actions. Pourquoi les micro-actions? Parce que si on n'arrive pas à avancer parce qu'on donne des actions qui sont grandes et on vise ce qui est grand, alors que le coach doit avoir comme méthodologie d'avoir aller pas à pas, step à step. Et bien sûr, si on n'arrive pas à répéter ou créer de nouvelles habitudes, c'est que le coaché ne peut pas suivre, il peut revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'au niveau des trois cerveaux, si on présente en tant que coach l'objectif comme quelque chose qui est complexe, comme quelque chose qui fait l'injonction, il faut faire, automatiquement, ici, on stimule au niveau neurosciences, on stimule le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, là où il y a des choses qui font passer la personne, la stabilité, le risque, et se met en vigilance. Donc, la notion d'intégrer les micro-actions, la notion de répétition, la création de nouvelles habitudes, pas à pas, c'est ça, c'est ce qui fait que, que le coach essaye de, je dirais, communiquer avec le cerveau reptilien d'une façon douce pour que les choses vont facilement. Donc, au niveau d'explication, si on parle le côté émotion, cognitive, automatisme, au niveau de l'émotion, lorsqu'on dit au coaché, est-ce que c'est dangereux pour toi? Le terme dangereux, il est banni. Il est banni en coaching neuropsychologique. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il va activer le cerveau reptilien. Est-ce que c'est logique? Oui. On peut activer ici, à travers la question, le cerveau rationnel. Est-ce que c'est automatique au niveau de l'activation de l'animation, de l'automatisation des gestes? Si vous voulez, je préfère rester comme avant. Pour le coacher, pour le coach, c'est une question qui ne doit pas être signalée. Pourquoi? Parce que le coaché, automatiquement, il se met dans la défensive. Parce que la plupart des cas, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, lorsqu'on décide d'opérer un changement en tant que coaché, la plupart des cas, on commence par la première action, deuxième action, troisième, et on revient. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a ce qu'on appelle un système automatique qui active l'économie d'énergie. Parce que le cerveau consomme 20% de l'énergie totale du corps. Donc, toujours, il est toujours en garde pour vous rendre et vous mettre dans des actions qui sont automatiques, ils sont déjà conscientes, ils sont déjà testées. À chaque fois que le coaché devant des situations de changement, il revient à l'état initial. Donc, à ce moment-là que le coach intervient pour aller doucement et pour sensibiliser le coaché comme quoi c'est très difficile de passer au risque, au changement, parce qu'il y a le cerveau qui est notre cerveau, c'est notre premier ennemi qui nous bloque à ce moment-là. Et toujours, le cerveau, la principale mission, c'est vous protéger. Deuxièmement, c'est vous d'économiser de l'énergie. Et à chaque fois qu'il y a une action, un changement, le cerveau se met à la défensive et bloque. Donc, pourquoi le coach dit oui, mais n'agit pas? La plupart des cas, on dit oui consciemment. Mais par la suite, on s'arrête. En séance, le cerveau connectif, s'il est activé, c'est-à-dire que la notion de compréhension de messages logiques, la séance de coaching, elle est acceptée. Mais une fois qu'on est la réalisation des étapes, par exemple, le timing, les objectifs qui sont le planning, le plan d'action, on revient à l'état initial. Et à ce moment-là, c'est que le coach doit assurer certains points, à savoir d'assurer la présence de sécurité émotionnelle du coaché.
Pourquoi? Parce qu'une fois on est isolé en tant que coaché, on se sent en insécurité émotionnelle. C'est quoi en insécurité émotionnelle? On a besoin d'un coach qui nous explique quelles sont les émotions et comment on peut, à chaque fois, si on a un problème avec une émotion quelconque, par exemple la peur, comment on peut la réguler et comment on peut l'utiliser au service des objectifs de coaching. Rien que la peur, il peut nous bloquer. Rien que la colère, si on est isolé du coach, l'exécution d'un objectif, on peut. C'est ça ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Les objectifs flous ou trop grands, c'est pareil. C'est-à-dire que le coach, parmi sa mission, ne pas donner des objectifs qui sont gros ou flous. Ils doivent être spécifiques. Il doit accompagner son coach. Pourquoi? Parce que le cerveau déteste ce qui est flou ou ce qui est grand. Une fois ce qui est flou et grand, il te met dans la panique et à un moment donné, il te bloque pour ne pas continuer. Et ainsi de suite. L'absence de système de récompense, le rôle du coach, c'est mettre en place des systèmes de récompense. C'est quoi? Ce sont les encouragements, ce sont des gestes, des cadeaux d'accompagnement au niveau des KPI pour expliquer l'état de progrès et le changement pour que le cerveau du coaché sécrète de la dopamine et donne du plaisir. Vous savez quels sont les problèmes, quels sont les gros obstacles du progrès ou là, quels sont les grands problèmes d'un coaché? C'est la procrastination. Tout le monde procrastine. Pourquoi? Pourquoi on procrastine du point de vue neuropsychologique? C'est là où il n'y a pas de plaisir, on procrastine. Là où il y a du plaisir et de la récompense, on avance. Donc, la plupart des cas, soit on est le coaching scolaire ou la coaching professionnelle ou la personnelle, tout le monde, même les adultes, à chaque fois qu'il y a une activité, un plan de développement qui ne procure pas de plaisir, c'est-à-dire que la personne régresse et revient à l'état initial, il devient procrastinant. Et la procrastination, c'est un grand sujet à débattre pour les coachs parce que c'est celui, par exemple, qui met en blocage tous les projets de développement de coaching et des coachés. Bon. Donc, l'application coaching, on s'arrête ici, amener le coaché à aller du réactif au conscient. Donc, la mission du coach, c'est amener le coaché d'aller du réactif au conscient, de l'émotion à la réflexion, de l'automatisme au choisi. Ici, c'est l'application du principe de trois cerveaux. Le cerveau rationnel, le cerveau primitif, reptilien, et le cerveau émotionnel. Donc, la plupart des cas, si on analyse les trois éléments, l'automatisme, l'émotion, le réactif, on trouve parmi les secrets de l'accompagnement, en même temps, les faiblesses du développement du coaching, c'est on laisse le coaché aller à chaque fois vers les automatismes, ce qui reconforte le cerveau une autre fois et fait que le coaché revient à des habitudes confortables qui sont expérimentées et qui ne consomment pas de l'énergie pour le cerveau. Pour la transformation et la réaction au choix, ici, je présente un protocole de coaching. Par exemple, au niveau de cette partie-là de changement, l'étape 1 pour le coach, c'est apprendre à identifier le cerveau actif. Qu'est-ce qui se passe en vous maintenant? Il pose la question au coaché, qu'est-ce qui se passe en vous maintenant? Donc, à ce moment-là, il va chercher quel est le cerveau qui est actif à ce moment. Est-ce que le coaché il est en état émotionnel? Est-ce qu'il est en état nerveuse et de vigilance? C'est le cerveau reptilien. Ou est-ce qu'il est en état émotionnel de ressenti, de revenir à des expériences négatives et ainsi de suite? C'est à ce moment-là que le coach intervient en quelque sorte pour réguler et stabiliser le coaché pour continuer vers la troisième étape, qui est l'activation du relationnel et la relation et par la suite continuer sur le sujet d'accompagnement. C'est-à-dire, à un moment donné, le coach doit faire une lecture neuropsychologique pour stabiliser le coaché avant de continuer. Et à chaque fois, il y a ce problème-là. On commence l'accompagnement et à un moment donné, le coach se sent en danger, en risque. Donc, ça va
ça va me demander beaucoup d'énergie. Ça va me faire déplacer les sources d'énergie et de plaisir que j'avais auparavant. Et ça arrête. D'accord? Là, ici, c'est un cas. On prend un cas de la relation de coaching vu par les neurosciences. Si on prend le principe de la neurosécurité relationnelle, et ça rejoint ce que je viens de dire maintenant. Donc, parmi les missions ou attributions du coach, c'est assurer une sécurité relationnelle. Et la neurosécurité relationnelle correspond à un climat où le coaché se sent accepté sans jugement. Et ça fait partie mais les principes de la charte de coaching. D'accord? Le cerveau ne change que s'il se sent en sécurité et cette relation de coaching est d'abord biologique avant d'être technique. Donc, il faut savoir que la relation entre le coach et le coaché, elle est biologique, c'est-à-dire il est en relation avec le cerveau et les neurosciences avant qu'il soit technique au niveau de la pratique de coaching et avec, par la suite qu'il soit relationnel. Et la plupart des cas, on est focalisé sur le technique plus que le biologique et plus que le relationnel. Et c'est ça ce qui fait que la relation de coaching et de coaching se caractérise par une froideur par la soie, parfois par la passivité, et, par la monotonie, et après, il y a beaucoup d'arrêts par la suite. Donc, le côté biologique de la relation, il est très important pour que le coaché soit stimulé à chaque fois, soit motivé, et ainsi de suite pour qu'il puisse se développer. Donc, pour une application de coaching, avant toute technique, le coach doit créer le lien, installer la conscience et valider les émotions. Bien sûr, de point de vue neuropsychologique. Le mécanisme qui est activé ici, si on parle par exemple de la sécurité, on active le cortex préfrontal. La sécurité, il est lié à la réflexion, la créativité. C'est le cerveau ici, c'est le cerveau droit. La menace, c'est l'activation de l'amygdale, c'est la défense et le blocage. Là où il y a le blocage du coaché, le coach doit savoir avoir cette lecture de neurosciences qu'on croit que c'est l'amygdale, à chaque fois qu'il y a un objectif pression, et qu'il y a des injonctions de sorte qu'il faut faire, nous devons faire, etc., au niveau du langage du coach ou du coaché, c'est automatiquement et inconsciemment, c'est l'amygdale. Et l'amygdale, c'est quoi? L'amygdale, c'est une matière qui se trouve au niveau du cerveau limbique. On a trois cerveaux. Le cerveau, une fois que l'amygdale est activé, il s'active automatiquement pour bloquer. D'accord? Au niveau de la posture du coach neuro-alignement, la neuro-aligné, c'est un terme spécifique de la psychologie. Il relève de l'état interne, de la communication, de l'intention. Et ici, le cerveau ne réagit pas à ce qu'on dit au niveau de langage, au niveau de quoi, mais le cerveau, il réagit par rapport à ce qu'on est. C'est la raison pour laquelle le coaching, on insiste beaucoup sur la posture. C'est pourquoi on a appelé posture du coach. Parce que le coach doit donner l'exemple. L'exemple de la motivation externe, de l'état interne de calme, de présence, de maîtrise de soi, et de la communication qui est empathique et de l'intention d'aider le coaché pour qu'il soit un petit peu passage de l'état actuel, un état qui a désiré de changement. Donc maintenant, on est arrivé le diagnostic neuropsychologique du coaché. Donc, l'objectif ici, c'est au-delà du discours du coaché, il s'agit d'identifier la vraie cause de blocage et adopter un coaching d'une manière ciblée et efficace. Les éléments ou les axes, les 5 axes clés du diagnostic du point de vue neuropsychologique, c'est l'attention, l'émotion, la motivation, les croyances et le comportement. D'ailleurs, déjà, au niveau de traitement des blocages des coachés, on est toujours fait le cas le traitement des comportements, toujours des croyances limitantes, de la motivation, qu'est-ce qui motive, par exemple, l'objectif et le développement et la progression et l'émotion.
Donc, si on prend le cas de le diagnostic de l'attention, donc l'attention, cette capacité du coach à se concentrer, prioriser, maintenir son focus, ça c'est clair. Mais le manque de focus, ça fait activer le cortex préfrontal du coach. Donc, quels sont les signaux à observer par le coach? C'est que le coach dit, je n'arrive pas à me concentrer, les multitâches, la procrastination. Ça, ou ça, l'axe de l'attention, c'est un grand axe actuellement qui fait défaut à beaucoup de personnes et surtout avec les distractions, avec beaucoup d'objectifs qui sont, ils sont disparates. Le coach ici doit poser déjà des questions au départ. Qu'est-ce qui vous disperse le plus? Ce sont des questions à se poser au niveau des diagnostics pour savoir quelles sont les préoccupations du coach par rapport à son objectif de changement. Et à ce moment-là, le coach essaye de faire les cadrages, le travail sur l'axe de l'attention pour préparer le coaché vers les autres étapes de l'accompagnement. À quel moment êtes-vous le plus concentré? C'est une autre question du coach pour savoir quel est le rythme biologique du coaché, tester ou la diagnostiquer le rythme biologique du coaché pour savoir quels sont les moments de performance du coaché au niveau de la ligne du temps. Donc, l'intervention du coach ici, c'est de simplifier les procédés de travail, structurer le travail, réduire les distractions et ainsi de suite. Le deuxième point au niveau du diagnostic, c'est l'émotion. Ça, c'est un axe sur lequel travaille le coach. C'est l'état émotionnel qui influence la décision et action. Donc, pour la neuropsychologie, c'est l'état émotionnel et la base. Si on n'est pas stable psychologiquement, si on est l'anxiété, si on est l'évitement, si on est des réactions impulsives, si on n'est pas déséquilibré, automatiquement, on active l'amygdale. C'est bon, vous me suivez? Oui, on vous entend Oui, oui. maintenant, monsieur. Oui, Oui, donc on est arrivé à la partie motivation, mais avant la partie motivation, l'émotion. Donc la règle générale, c'est que l'état émotionnel influence la décision, les actions. Ça, c'est une vérité scientifique. Donc il faut toujours travailler beaucoup avec le coaché pour qu'il maîtrise, je ne dirais pas qu'il maîtrise, mais quand même le coaché, le point de vue émotion, gestion des émotions, pour qu'il aille ces outils-là afin de maîtriser le processus dialogue, soit avant, pendant le coaching ou après le coaching, parce que l'émotion influence la prise de décision et le comportement et les actions. Donc, le coach pose des questions comme qu'est-ce que vous ressentez face à cette situation? Qu'est-ce qui vous freine émotionnellement? Donc, ici, c'est une sorte de diagnostic pour que le coach valide émotionnellement certains points liés à l'objectif avant de passer à d'autres actions, bien sûr, sensibiliser le coaché sur ce point-là de la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle. Et par la même occasion, c'est que le coach crée une sécurité émotionnelle à travers sa posture, son comportement. Et vice-versa. C'est le point, l'axe des émotions et la posture émotionnelle, il est très important, le coach. Parce que si le coach n'arrive pas, c'est le cas de Walid Regragui à un moment donné devant les journalistes, le moment où il n'arrive pas à maîtriser ces émotions-là, donc il a perdu beaucoup de choses vis-à-vis des concurrents, surtout le dernier concurrent, et bien sûr vis-à-vis de la presse. Donc la maîtrise émotionnelle, ça commence par le coach, et bien sûr, il sera transformé par le principe neurosciences qui s'appelle les neuromiroirs. C'est-à-dire, ça veut dire le neuromiroir, on est ce qu'on voit. C'est-à-dire, la posture, il est très importante. La maîtrise émotionnelle, on la commence par le coach lui-même puisqu'il puisse impacter par la suite le coaché
et bien sûr le traitement avec lui pour qu'il puisse changer en lui le côté émotionnel de nervosité, etc. Et j'en passe. L'axe de la motivation, c'est la même chose. Ça rentre dans le cadre du coaching et c'est là où le bas blesse. La motivation, c'est l'énergie qui pousse à agir. En termes de coaching, on dit que la motivation, c'est le squelette psychologique de l'individu. C'est là où il y a les besoins, les différents besoins. Et au niveau neurosciences, lorsqu'on parle de motivation, on active les systèmes de récompense en général. Là où il y a le système de récompense, il y a la motivation. Là où il n'y a pas de système de récompense, il y a ce qu'on appelle la procrastination. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui sont addicts, ceux qui sont addicts, la plupart des cas, on ne peut pas coacher une personne pour que sortir de l'addiction si on ne comprend pas le système de récompense au niveau cérébral. Parce que le cerveau, comment il fonctionne? Les choses qui procurent, c'est pas les choses, les comportements qui procurent du plaisir, on est tenté de le répéter à chaque fois. Et à chaque fois on les répète, ça nous procure du plaisir et ça renforce les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux se renforcent. Et on répète, on renforce, et en fin de compte, la personne addicte renforce ou la trace le trajet, l'itinéraire neuronal multicable qui fait en sorte que la personne, même en fournit d'efforts pour le faire dévier de la chose ou là de comportement qui est négatif, il revient. Et c'est la même chose pour les comportements qui sont positifs. Et l'axe des croyances au niveau du diagnostic des points bloquants, au niveau du coaching, c'est les pensées profondes qui influencent le comportement. Et on sait déjà, tous des coachs, que les croyances, soit on parle de croyances aidantes ou là, les croyances bloquantes, parmi les axes ou les points qu'on traite avec les coachés lors des séances de coaching. Mais le point de vue de la neuropsychologie, c'est que plus les circuits neuronaux sont ancrés, plus l'automatisation des pensées se renforce. Et lorsqu'on parle d'automatisation des pensées, on parle des croyances, parce que lorsqu'on parle de croyances, c'est une pensée, c'est une expérience qui fait naître une pensée liée à une émotion, mais ce qu'on oublie, c'est l'émotion et la pensée qui génèrent la croyance avec la répétition, génèrent en même temps un circuit neuronal ancré. Et plus on fait la répétition, on fait une neurone qui sont activées dans ce sens. Donc, si je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi autosabotage, ce sont des éléments de blocage liés à la croyance, mais qui sont ancrés au niveau du cerveau. Qu'est-ce que vous pensez de vous dans cette situation? Quelle est votre plus grande peur ici, etc. Donc, l'objectif, la mission du coach ici, c'est l'intervention, c'est reprogrammer. Une fois il identifie, il doit essayer de reprogrammer. Comment il doit reprogrammer? Du point de vue psychologique, donc il doit faire douter la personne ou le coacher de sa croyance qui est bloquante, mais c'est insuffisant. Donc, il doit l'inciter doucement avec un petit plan d'action pour qu'il répète des nouveaux gestes, des nouveaux comportements liés à une nouvelle croyance. Parce qu'on doit neutraliser la croyance, la déconstruire, la déconstruire pour construire une nouvelle croyance basée sur une pensée et expérience. Et avec la répétition, c'est ça le principe de l'automatisation des neurosciences, avec la répétition, on ancre de nouveaux circuits neuronaux liés à cette croyance. Celui qui a réussi, un entrepreneur qui a réussi le marché ou le client, et à chaque fois, il renforce cette croyance, comme quoi il est capable, comme quoi il doit reproduire la même stratégie. Et vice-versa. S'il échoue, il croit que ce domaine-là ou ce client ne peut pas être abordé. Et avec la répétition mentale, il renforce un circuit d'une croyance qui est négative. Donc, les deux sens, le travail sur les croyances renforce soit ce qui est positif le neuronal ou ce qui est négatif le neuronal. Et enfin, les comportements sont des actions et c'est ça
le grand travail du coaching, c'est avoir, en fin de compte, des comportements observables. Et le grand problème, c'est au niveau du comportement. Une fois que le cerveau travaille un comportement donné, il te permet d'avoir l'énergie nécessaire et la conscience nécessaire pour le faire. Mais une fois qu'il est maîtrisable, il devient inconscient parce qu'on compte en parallèle et il a développé pour toi des neurones liés à ce comportement, à cette activité. Donc, le moment où vous voulez que votre coach développe d'autres comportements, le cerveau, il intervient pour bloquer. Pourquoi? Parce que il n'est pas prêt de générer plus d'énergie, sachant qu'il consomme 20% de votre énergie totale du corps. Donc, il n'est pas prêt, le cerveau n'est pas prêt pour vous donner, ou investir avec vous l'énergie pour un comportement qui est secondaire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup je ne dirais pas de coaching, de personnes n'arrivent pas à se développer parce qu'à chaque fois, le cerveau essaye de faire des barrières et vous laissez les comportements que vous faites chaque jour. Soit le fait de tenter d'autres expériences comportementales liées à d'autres domaines, etc., pour le cerveau, c'est un risque réel de consommation de 20% d'énergie. Donc, son souci, c'est de vous protéger d'une part, et d'autre part, c'est de économiser l'énergie que vous avez. Donc, bon, donc je ne pense pas qu'on va traiter tous les volets, etc. Mais déjà, j'essaye de condenser le maximum. C'est quoi la neuropsychologie? Comment la neuropsychologie peut être utile pour le coach comme outil? Bien sûr, il existe d'autres principes donc, ça reste à étudier sur place, etc., avec ADA, comme par exemple la neuroplasticité, euh, comme la notion de procrastination du point de vue neuropsychologique, comme les biais cognitifs, par exemple, d'autres principes ou d'autres techniques ou outils, la notion d'émotion liée à l'amygdale, d'autres pratiques, par exemple, le fonctionnement de l'amygdale. Donc, ça nécessite toute une séance de travail et comment on peut l'appliquer, un protocole de coaching. Donc, voilà. Donc, je ne m'étale pas. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions. Mais croyez-moi, donc, si vous le voulez bien, donc, je suis à votre disposition. Si vous voulez, par exemple, développer l'outil de neuropsychologie, la démarche d'IELCOM, euh, et bien sûr, voir s'il peut donner des performances ou des résultats palpables, l'état d'accompagnement. Sachant que le neuropsychologie peut être appliqué sur le management, appliqué sur le business commercial, c'est-à-dire c'est un champ libre, scolarité, surtout scolarité. Donc, il y a du travail à faire. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et donc, réunion à distance n'est que le début. On remercie Mme Fatem Sahara pour de l'ouverture de l'opportunité. Je réitère mes remerciements, les Kassi Jamel. Merci pour la générosité. Je sais très, très bien شنو معنيتي يكون عندك un grand contenu et puis un challenge ديال le timing. C'est un marathon, un sport de haute performance. Alors voilà, je donne la parole à nos amis si vous avez des questions, des interactions. Voilà, la parole est à vous. Interagir, voilà, ou peut-être un concept, une démarche. Mes amis, Bonsoir. Une petite question peut-être?
Oui. qui Oui, m'interpelle. Le fait que les 5 leviers, les 5 axes soient comme ça sous forme de pyramide, ça veut dire que vous suggérez de creuser les éléments à partir de la base pour aller vers le sommet ou pas forcément, c'est selon l'émergent. oui, non, non, pas forcément. Donc, pas forcément, on peut commencer, mais surtout, le côté comportemental, le comportement, c'est l'axe, le dernier axe, c'est parce que c'est la finalité. Parce qu'en termes de changement, le coaching, on vise toujours le comportement. D'accord? Mais à part ça, on peut traiter le point qui nous paraît important parce que la démarche de coaching, donc on passe à part le prise de contact et tout, lorsqu'on entre dans le vif de la démarche coaching, on est appelé à analyser la situation du coaché. Et à ce moment-là, ça dépend des coachés, de souligner certains points, ne pas souligner d'autres. Ça dépend de la situation, des problématiques et des besoins réels du coaché. Parfois, on peut même se focaliser rien que sur les émotions. Vous aurez un coaché qui, vous allez le traiter de point de vue psychologique. Donc, il a un problème de phobie, de peur, etc. Vous pouvez vous focaliser rien que sur le diagnostic peur et travailler sur 4, 5, 6 séances, rien que le traitement de l'axe peur. L'axe de la peur, la confiance, l'assertivité. Donc, le champ de l'émotionnel, il est très vaste. Les croyances, c'est la même chose. On peut se focaliser sur les croyances. Si on trouve qu'un entrepreneur, il a vécu des expériences négatives et à un moment donné, il est incapable de reproduire d'autres expériences, il se bloque. Actuellement, beaucoup d'entrepreneurs ont vu un échec de 52 000 entrepreneurs en 3 ans. Déjà, la plupart qui m'appellent, ils ont un problème de blocage psychologique. Ils n'arrivent pas à reproduire l'expérience. Ceux qui sont des relations conjugales, mariage, l'échec de mariage où il est arrivé le tribunal ou des problèmes, et ainsi de suite, à un moment donné, il a un problème émotionnel. Et ça dépend, là, les cas. Là, on peut se concentrer. Et on ne peut pas rester, ça elle fait des grands axes. C'est par exemple, si on traite à le module tout entier, etc., on va constater que c'est une approche plus profonde que ça, plus globale que ça. Il y a d'autres points à traiter. Voilà. Merci. Alors, De rien, Madame Rizlan. si jamais j'ai une question ici de Simonir, alors qui demande, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret où vous avez utilisé un levier neuropsychologique pour débloquer une croyance limitante chez un coaché? Oui, oui. Ça fait d'abord 1 an, j'ai coaché un entrepreneur qui a travaillé dans une multinationale et il voulait passer l'entrepreneuriat. Il a donc donc, le flair et l'instinct de l'entrepreneuriat. Et le grand problème qu'il a, c'est un problème de blocage psychologique lié à la peur de perdre un salaire multinational, de passer un statut assuré, un passé risqué, etc. Et bien sûr, une fois qu'il m'a parlé du blocage lié à la relation de peur, le poste et le passage me l'assurer le risque. Donc, quand la première analyse, c'est neuropsychologique. Neuropsychologique. C'est-à-dire, pour lui, à chaque fois, il réfléchit le passage par sa volonté de passer. Donc, l'amygdale s'active. L'amygdale, c'est l'amygdale, elle est là pour vous avertir. C'est-à-dire, un. Deuxièmement, le deuxième blocage, c'est le blocage du cerveau tout entier. Donc, une fois tu es fait la stabilité, ce qui est acquis, il n'a pas besoin d'investir avec vous dans un autre projet. Donc, il essaye de faire revenir l'état initial. Donc, qu'est-ce que je fais réellement? Une fois quand la compréhension, pour le coacher, il n'a pas besoin de comprendre les termes techniques, c'est le jargon, c'est le jargon de métier. Mais pour moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de le rassurer, j'essaie de lui donner l'exemple de confiance, de posture. Moi-même, j'ai entrepris, etc. Et où est le problème? C'est ça, le principe que j'ai activé ici, c'est le principe de la stabilité neuro-émotionnelle. La stabilité neuro-émotionnelle. Deuxième principe, c'est le neuromiroir. C'est que le coach, il reflète ce qu'il voit en vous. D'accord? Et par la suite, on a passé à l'action. J'ai essayé de le faire passer à l'action parce que l'antidote de la peur, c'est le passage à l'action. Donc, il vient pour me voir
pour troisième, quatre fois, dites les voilà, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous attendez. Donc, la première question, c'était de quoi vous aurez besoin pour passer à l'action, pour faire vos premiers projets. Donc, il m'a dit qu'il a besoin d'un local, etc., etc. Et voilà, vous allez passer l'action d'IL, c'est procurer un procal, louer un procal, et vous revenez me voir. Il vient me revoir, je lui dis, il m'a dit, voilà, j'ai loué, etc., j'ai la serrure, etc., et tout. Et après qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc, vous ne que passer à l'action. Donc, moi, j'ai essayé de le pousser au niveau comportemental vers l'action. Donc, sans passer par beaucoup d'étapes qui peuvent le faire peur ou l'angoisser ou le faire revenir. Bien sûr, ce sont des étapes, des micro-étapes qui sont ponctuelles, mais passées, et qui sont orientées action. Mon approche était action à 100%. D'accord. Il y a d'autres problématiques que j'ai traitées liées à la motivation. Surtout, j'ai travaillé beaucoup avec Maroc Télécom sur une thématique de la motivation commerciale. Et on a travaillé avec les directeurs d'agence, etc. Comment ils doivent activer à chaque fois la motivation, la démotivation. On a trouvé que le système, il est plus lié à la peur hiérarchique et ce n'est pas question de formation. Et la direction RH, il s'est rendu compte qu'ils doivent alléger les procédures et les objectifs qui viennent du haut vers le bas. Ils doivent rassurer les collaborateurs pour qu'ils puissent donner des objectifs, ils savent travailler. Donc là, on est l'approche de pression, de blocage, et il faut faire. Sinon, il y a des sanctions. Donc le cerveau se bloque et la motivation, la personne il est démotivée. Donc, c'est un autre exemple de motivation. Il y a d'autres exemples que j'ai travaillé pas mal avec pas mal d'entreprises. Merci beaucoup, si Jamel. J'ai aussi une question de Madame Jihen. Donc, bonsoir et merci pour ce webinaire très intéressant. Comment je peux entraîner mon cerveau pour répondre différemment au contexte actuel marqué par l'incertitude? Oui, donc comment entraîner le cerveau? Donc, il y a pas mal il y a pas mal de façons pour entraîner le cerveau. Donc, il y a un principe de neurosciences qui s'appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité ou la plasticité neuronale. Le principe, c'est une découverte scientifique. Qu'est-ce qui est des découvertes scientifiques? C'est que notre cerveau, l'ensemble des neurones, les muscles du cerveau, ils sont liés à tous les gestes et les comportements que nous faisons. La marche, la parole, le langage, l'action et tout. Donc, flair de l'instabilité et de l'incertitude, etc., etc. Donc, les gens, ils sont limités sur ce qu'ils maîtrisent pour qu'ils contrôlent l'environnement. Alors, c'est faux. Donc, il faut passer à l'action, il faut travailler, il faut expérimenter de nouvelles aventures. C'est comme ça qu'on peut développer des parties liées aux neurones et développer ces parties liées à même l'enseignement scolaire, la neuroplastie, le tennis, le sport, la notion de répétition. Donc, une simple démonstration. Il y a une campagne au niveau de l'Europe pour les retraités. Ils les sensibilisent pour aller travailler, marcher, faire de la musculation de leurs jambes. Pourquoi? Parce que la plupart des retraités, une fois qu'ils sont dans la sédentarité, le premier muscle qui commence à s'affaiblir, qui se fragiliser, au moins les jambes. Plus vous ne travaillez pas un muscle, plus il se détériore, il meurt. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat, le coaching. Il faut pratiquer. Il faut aller vers les actions. Voilà. La neuroplasticité, c'est un principe. Merci beaucoup, si Jamel. Oui. Alors, je ne sais pas. Plaisir. Merci beaucoup. Voilà, d'autres interactions peut-être, d'autres.
Donc, sinon, par la suite, Madame Fatem Zahra, on Oui, peut regrouper plusieurs suggestions, propositions oui, et programmer par la suite une demi-journée ou là, donc pas de problème. Et on euh, traite des cas réels sur le cas, sur le cas, oui, puisque etc., etc. chacun ramène Pas un de cas problème. Ah, concret de ce chacun, voilà, on travaille sur le concret. Voilà, Oui, on travaille sur le concret. D'accord. oui, bah écoutez, si voilà, si on arrive, voilà, moi je m'assure que j'ai lu toutes les questions que j'ai sur le chat, oui. Et puis voilà, si vous n'avez pas de questions, alors je vais remercier, voilà, peut-être Monsieur Jamel pour si Jamel Dine pour voilà pour votre générosité et puis parce que vous avez répondu, c'était un oui inconditionnel. Merci beaucoup. Non, Euh, avec plaisir. Ça me fait très plaisir. C'est et réciproque. le plaisir, il est partagé. Ça nous fait aussi plaisir de vous compter voilà, des nôtres Allah et يبارك que فيك. الله vous يبارك فيك. fassiez partie de notre communauté. Donc, je remercie aussi tous les participants voilà, voilà, pour votre disponibilité et on espère, Inch'Allah, نتلاقاو في le prochain webinaire. Donc, ça sera le mois d'avril. Inch'Allah, Rahman Rahim. Et puis, bonne soirée, bon courage et à très prochainement, Inch'Allah, Rahman Rahim. Merci. Voilà, donc, bonne Merci. soirée. Salam alaikum. Merci. Salam Merci, alaikum. Au Fatem revoir. Zahra. Au Merci, revoir, Jamel. bonne soirée. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Merci.